c'est établi par les acteurs de la consommation combiné aux dispositions de l'article 9, article 10, article 25 de la loi du 200/2014. Les obligations de transparence obligent les entreprises à prohiber certaines pratiques, par exemple des contrôles, des pratiques bancaires illicites, de l'aide de crédit en dehors des règles établies par la loi sur les banques. Donc, ce sont un ensemble de pratiques qui sont nommément et limitativement dévoilées à la diversité étudiée et qui permettent aux entreprises, aux chefs d'entreprise et aux groupes d'entreprise de faire référence à cette disposition pour se conformer aux obligations découlant de ces instruments juridiques nationaux et internationaux. Deuxièmement, il y a l'obligation de coopération. Le secteur privé, les entreprises du secteur privé ont des obligations de coopération. Coopération avec les institutions publiques de lutte contre la corruption, telles que je le citais, l'UCRE en matière de national des accords. Mais les entreprises ont également des obligations de coopération avec les institutions de perception, la douane et la DGI. Et récemment, le gouvernement d'Haïti a annoncé deux textes importants. Le décret portant adoption du code fiscal et le décret portant adoption du code douanier. Les entreprises ont des obligations de coopération avec les entités publiques de perception et de collecte. Et également, les entreprises ont des obligations vis-à-vis de l'institution publique, telles que le centre de l'association des investissements et les institutions publiques qui peuvent, en vue d'attirer les investissements directs et étrangers, à la politique d'incitation d'exonération fiscale pour inciter les entreprises à participer à la. Donc, en matière de coopération, également, le décret du 30 avril 2023 établit très clairement des obligations de coopération entre les entités du secteur privé et qui sont réunies à travers un comité national de l'école, le blanchiment des accords. Donc, le secteur privé a également une obligation de coopération en matière de lutte contre la corruption. Et le troisième, il y a la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans la culture des marchés publics. Il y a une disposition dans la loi du 10 juin 2009 qui, l'article 23 et 24, qui prescrit très clairement comment il faut prévenir la notion de conflit d'intérêts dans la culture des marchés publics. Et pour finir, la loi 2014 prévoit la répression de la corruption des démonstrations, au sens que prévoit qu'elle reconnaît la responsabilité pénale, administrative et civile pour les entreprises qui se livrent à des actes de corruption. Et pour finir, la dernière partie de l'importance d'adopter des politiques internes de prévention de la corruption. Pour d'abord, il faut avoir des codes de conduite, il n'y a pas de dispositifs internes de signalement, application des normes de procédure comptable, renforcement du contrôle interne, formation du personnel, encadrement des politiques de pouvoir et l'acceptation des actes. Voilà le guide que Maître Cité vient de présenter, sera disponible à travers les différents centres de commerce, différentes associations patronales, et que chaque acteur du secteur privé puisse avoir accès. Maintenant, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater avec moi, il y a des changements logistiques qui sont en train d'être faits, ceux pour accueillir vraiment avec solennité l'initiative des clubs d'intégrité dans les écoles de lutte contre la corruption. Cette initiative a été lancée le 20 novembre dernier au collège canado-haïtien avec les deux premiers clubs d'intégrité dans le pays, celui du collège canado-haïtien et celui du lycée national de Pétionville, et comme pour marquer cette nouveauté d'un système éducatif haïtien en droite ligne avec cette commémoration de la journée internationale de lutte contre la corruption, l'ULCC a jugé nécessaire de vous présenter l'un de ces deux clubs
dans une simulation de fonctionnement. C'est ce que nous appelons le club d'intégrité du lycée national de Pétionville à venir prendre de classe pour faire sa prestation d'une dizaine de minutes. Cette initiative sera répliquée dans toutes les écoles du pays. Et voilà, il y a 8 élèves qui composent le noyau du club d'intégrité du lycée national de Pétionville, qui s'organise pour prendre place. Servir également le secteur du niveau. Bien sûr, Agnès, je ne vais pas faire le niveau de Agnès. Évidemment, j'aurais besoin d'être des techniciens pour les deux niveaux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc le club va vous présenter à toutes et à tous une causerie dans une dizaine de minutes et c'est parti. Monsieur le Premier ministre de la République d'Haïti, distingué aux autorités de l'État en vos rangs, type, grade et qualité, distingué représentant de la communauté internationale, distingués membres de la société civile, mesdames, messieurs les représentants de la presse, distingués invités, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir été choisis pour la deuxième fois dans le cadre de ce programme visant à pallier la corruption, qui, depuis la nuit des temps, ronge notre société. Nous sommes au nombre de 8 élèves représentant le lycée national de Pétionville qui répond au nom de Pierre Danachki, élève au niveau secondaire 1, Sulfé Morvins, élève au niveau secondaire 1, Jean-Sébastien, élève au niveau secondaire 2, Jean Marquez, élève au niveau secondaire 2, Dorcin Ariel Riffeur, élève au niveau secondaire 3, Auguste Stephens, c'est le modérateur du jour, élève au niveau secondaire 3, Simon Jean-Patrick, élève au niveau secondaire 4, et avec vous dans le micro, René Cayenne, élève au niveau secondaire 4. Le thème d'aujourd'hui, c'est bel et bien l'éducation et corruption, qui suscite les sous-thèmes suivants. 1. Culture de l'intégrité en milieu scolaire. 2. Les risques de corruption en milieu scolaire. 3. Le plagiat et la tricherie comme pratique de fraude les plus courantes en milieu scolaire. 4. Et les recommandations pour combattre les fraudes académiques, surtout en milieu scolaire. Avant même qu'on commence à parler des sous-thèmes, voyons ce qu'est l'éducation et corruption. Le mot éducation est relativement récent. Tiré du latin, il a une double origine. Éducat qui veut dire nourrir et éducer qui veut dire élever. Donc, éducation c'est un moyen que l'utiliser pour développer et former un monde. La corruption empruntée du latin corruptio qui signifie altération. Ça qui veut dire que corruption, c'est un processus, ou bien que un monde utilisé, ou bien plusieurs mondes pour faire ça les fraudes. Comme nous le savons tous, aujourd'hui c'est la journée internationale contre la lutte de la corruption. C'est l'opportunité tant attendue
pour réfléchir de manière approfondie sur ce fléau mondial, ce qui rendra cette causerie très intéressante. Nous allons passer un très bon moment ensemble, un moment inoubliable. Je vais vous laisser avec mon camarade. Mais avant, rappelez-vous de cette citation de Victor Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'ignorance est la nuit qui commence la vie. Avec nous, Jean-Sébastien, pour la suite. Déjà, merci, camarade René, pour faire suite à ça qui vous dit là. Moi-même, je suis Jean-Sébastien. Et nous proposons pour une génération pour l'année de la vie. Et nous-mêmes, tout comme camarades là, nous avons été dans une génération pour l'année de la vie. Et si on dit ça, on va comprendre raison de la préparation pour l'année de la vie. À travers le programme qui est lancé, c'est l'intégrité en milieu scolaire. Et raison, c'est corruption. Et ça a poussé en tant que chef et petits citoyens pour poser quelques questions dans vous. Qui ça inflation est? Qui ça corruption est? Il n'est pas pour capter qui est écrit dans l'école. Mes chers amis, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis Auguste Stephens McBride et c'est moi qui assure la modération de cette grande causerie qui a pour thème éducation écologique et la culture de l'intégrité en milieu scolaire. Ensuite, une courante en milieu scolaire. Et pour finir, les recommandations pour combattre les fraudes académiques. 4 intervenants vont vous élucider autour de ces sous-thèmes subventionnés et 1 minute est révolue à chaque orateur pour embellir votre aura intellectuelle et redresser les esprits les plus avisés ici présents dans cette salle. À cet effet, j'ai l'honneur de vous présenter un érudit de la lecture ou de l'écriture, M. Surfin, pour le premier sous-thème. Bonjour, Mme Surfin, comment ça va? Oh, merci, camarade. Je vais parler de culture de l'intégrité en milieu scolaire. Mais tout d'abord, il faut aussi pencher sur la culture, la intégrité. C'est quoi la culture? La culture, c'est l'ensemble de nos valeurs, de nos enseignements acquis. Ça va être déterragé dans notre milieu de la bonne et du quotidien. On est soumis à la culture, c'est tout simplement notre mode de vie. Mais maintenant, c'est quoi l'intégrité? Que pouvons-nous dire? Tout d'abord, d'où vient le mot intégrité? Le mot intégrité vient de la intégrité, qui signifie dignité et chasteté. Ce qui veut dire que l'intégrité s'obtient au début de la vie, à l'adolescence. Donc, pour cela, elle peut être conservée, mais aussi peut être altérée et subir des changements. Et ces principaux changements dépendent surtout de l'influence de la famille, de l'environnement, ou tout simplement de milieu mondial. Comme l'a dit cet auteur, l'homme est injuste, mais c'est la société qui le corrompt. Mais il y a une alternative qui permet de garder cet état d'originalité. Et c'est pour la culture de l'intégrité. Et elle doit commencer à partir de la famille, car c'est là que commence aussi la vraie éducation. Maintenant, quels sont les avantages de cette culture de l'intégrité en milieu scolaire? Apporter positif. Pour commencer, permettre à chaque élève d'être plus responsable, c'est-à-dire capable d'assumer leurs fautes et d'être propres juges de leur choix. Et ça leur permettra aussi d'avoir plus de confiance en eux-mêmes et en leur capacité, tout en permettant aussi une confiance mutuelle entre eux. Et ça leur permettra aussi d'accumuler des nuances, c'est-à-dire juste et fiable. Et ce qui aura comme résultat une société beaucoup moins corrompue. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions, des suggestions, des ajouts parmi les membres du panéliste? Des questions? Ok, bien sûr, nous allons prendre cette question. À vous, monsieur. Tout d'abord, elle était cette fidèle au valeur morale de l'intégrité. Elle est juste et sincère. Elle est capable d'inspirer la confiance dans son ouvrage. C'est être capable d'être modèle d'intégrité et de sincérité.
être juste et transparent. Et c'est quand on fait toutes ces carrières qu'on peut être jugé et dire qu'on est quelqu'un. Merci pour la question et je vous adresse donc à camarade Chauffin mes plus exquises félicitations. Il n'est pas à savoir, chers auditeurs, que la culture de l'intégrité en milieu scolaire impose des risques qui lui sont chers. Écoutons sur ce point notre deuxième intervenant, M. Marquez Jean. Bonjour, Mme Marquez, comment ça va? On va parler des risques de corruption. Tout d'abord, ça risque là. L'islam, c'est possibilité pour une plus ou moins dans l'autre capable de corruption elle-même, même dans la réalité, c'est tout ce fait de manière illégale, par contre, pour le monde fait, pour personnel. Les risques de corruption dans le milieu scolaire, ça, sont sujets qui vont dans le monde. Parce que les corruptions dans le monde ça a des conséquences graves sur l'éducation du monde. Les corruptions dans l'école en ville. Parce que les gens dans l'environnement scolaire qui sont corrompus, ils risquent de produire corruption en lui-même. Parce que c'est l'image dans l'alliance, c'est les mêmes arrivés. Mais ça capte le monde là, c'est corruption. Et si on dit manque de confiance en soi, manque d'éthique avec manque de valeur morale. Et l'autre, c'est par rapport à l'exigence parents, parce qu'il y a des parents qui sont exigeants, mais qui vont côté et c'est pas très loyal, ça va faire. Et conséquence de ça, c'est pour un monde qui pratique la corruption. Les gens qui pratiquent la corruption dans l'école, ça a des conséquences graves, non seulement à l'établissement, mais à l'avenir. À l'avenir, la plupart des citoyens qui sont malhonnêtes, des citoyens sans fierté, sans honneur. Parce que les citoyens, bien sûr, s'il est vu dans l'enfance, c'est de manière corrompue qu'il a utilisé pour acquérir le futur, donc à la fin, ça a des conséquences sur eux. Et dans l'établissement, il y a une institution, un établissement qui est dit en conclusion, il faut que ce réel et nous le voit au sérieux pour appuyer de sa capacité. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi les panélistes, des questions, des ajouts, des suggestions? Adèle, non, Hawkins, il introduit Mademoiselle Danachi. Bonjour, Mademoiselle Danachi. Bonjour, aujourd'hui, je vais aborder à propos du plagiat et de la triche. Le plagiat et la tricherie sont des fléaux qui touchent les secteurs de notre société actuelle, surtout dans le secteur éducatif, comme l'a dit mon camarade Sébastien. Les aborder en profondeur dans le développement de ces étudiants, voyons mettre le mission dans la route à propos de ces deux. Alors, la tricherie permet d'aller à l'encontre des normes scolaires établies pour pouvoir réussir. Et le plagiat, c'est le fait de copier les œuvres de quelqu'un, encore ses propres œuvres de manière originale. Nous savons bien qu'en cause, c'est bien sûr le désir de réussir, mais il y a aussi des conséquences. Pratiquer le plagiat et la tricherie, c'est accepter de vivre dans la médiocrité et en sachant que c'est une faute. Choisir les moyens malhonnêtes et de faire réussir, c'est se mentir à soi-même. Soyons tous honnêtes. Dans nos résumés, ceux qui ne veulent pas se libérer de ces pratiques malhonnêtes sont toujours des condamnés. Merci. Pour tout, Mademoiselle Danachi, les plus sincères félicitations pour avoir soumis la larme et l'expression curative aux victimes, aux amusés petits bandits, dont Mademoiselle Dancing-Ariel, puis à ses recommandations, va nous conduire sur la voie droite. À vous, Mademoiselle. Merci, camarade. Après différents supports camarades de ce la société régionale et premièrement, la collaboration, c'est
troisième recommandation, c'est promouvoir les valeurs morales, civiques et religieuses pour ces femmes. Parce que premier c'est une de base de tout ceci. C'est là qui commence la corruption. C'est pour nous tous, chaque citoyen a besoin à chaque anti-corruption. Pour qui ça? Parce que nous tous conseillons. Les gens des jeunes, les élèves, parents, hommes politiques, entrepreneurs, tout le monde va parler. Et si nous continuons comme ça, le risque de la pire. Et donc, si nous combattons les choses, la plus forte pour nos sociétés meilleures, nos sociétés qui chaque citoyen avec eux. Merci. Ça rappelle l'histoire d'ailleurs c'est la loi qui a fait passer pour fermer barrière. C'est cool pour la corruption. C'est cool pour la corruption. Merci à lui. Kounia, on fait place avec résident. Mais avant, nous devons prendre s'il y a une question parmi nous sur dernier sous-thème qui c'est recommandation. Nous va trop dans le lieu académique. Il y a une question. Suggestion. Bien sûr, c'est aussi suggestion d'abord. Comme je dis comme demain, c'est toujours un élève qui font honnête. Alors, petit conseil à tous les soit adolescents et en partage, c'est soyons des enfants honnêtes, protestants, intellectuels. Merci pour la suite. Pour la suite, maintenant, faisons place à notre président, Simon Patrick, pour la conclusion de cette grande causerie avec nous. À vous, Patrick. Merci, mes chers camarades. Ensemble avec le petit collectif national de Pétionville, nous sommes posés autour d'un sujet qui est extrêmement intéressant et qui est en relation avec une série qui c'est éducation et corruption. Nous connaissons que corruption, c'est en quelque sorte une conséquence directe de l'éducation. Donc, pour ce qui ça, il est déroulé autour de 4 thèmes, qui c'est premièrement culture de l'intégrité en milieu scolaire, deuxièmement les risques de corruption auxquels nous sommes exposés quotidiennement dans le milieu scolaire, et le plagiat et la tricherie comme étant les pratiques de fraude les plus courantes dans le milieu scolaire, et nous déroulons aussi les recommandations pour combattre les fraudes académiques. Je tiens, nous sommes capables de finir sans nous rappeler tout le monde et surtout les jeunes, que la bataille contre la corruption, ce n'est pas seulement la bataille UNCC, ce n'est pas seulement la bataille de l'objectivité, mais c'est la bataille de tout en tant que citoyen qui concerne l'économie et la société meilleure. Donc, il est important, je tiens à caractère de sa éducation et corruption pour nous lancer un appel à l'État pour considérer mon éducation en bon, parce que c'est le meilleur moyen pour combattre la corruption. Tout changement doit passer par l'éducation. Donc, je tiens à appeler l'État pour faire en sorte que si mon qui dans la rue, nous-mêmes, nous sommes capables d'avoir accès à l'éducation, ça, nous sommes capables de prendre comment pour combattre la corruption, pour venir des soins honnêtes, parce que nous-mêmes, nous faisons partie de mes pays. Donc, on va remercier notre modérateur du jour, M. Auguste, qui a un remerciement spécial avec Panama, qui fait un travail vraiment pour éclairer nos différents thèmes. Et aussi, on remercie à vous, cher public, qui te fait prendre attention. Nous allons prendre un très vite, nous avons posé beaucoup d'intéressantes questions. Voilà, merci beaucoup. Donc nous demandons au directeur du lycée national de Pétionville de venir prendre sa parole. C'est le directeur Jean-Marc Charles. Merci David. Donc voilà, c'est une simulation, c'est un extrait de ce produit que le comité de lutte contre la corruption introduit dans toutes les écoles. Donc voilà, il y a un manuel qui est disponible alors que le club est prié de se déplacer, de se retirer, avec les applaudissements et de l'applaudissement. Donc voilà, cette initiative vise, comme vous pouvez le constater avec nous, la promotion des valeurs morales, des valeurs d'éthique, des valeurs de transparence et d'intégrité à la base
puisque la prévention dans le cadre de la lutte contre la corruption est aussi importante que la répression, et quelquefois on se demande même si prévenir dans ce cas précis ne vaut mieux que guérir. C'est à cette base que nous saluons les différentes écoles présentes aujourd'hui. Elles sont avec nous, ils ont des représentants un peu partout dans la salle, mais vraiment la liste est longue, on va pas avoir le temps de citer la présence des différentes écoles, mais nous le saluons. C'est aussi le moment pour nous de saluer celles et ceux qui nous suivent en distanciel à partir des différents réseaux sociaux de lutte contre la corruption et d'autres canaux qui sont disponibles. Il y a la radio et télévision nationale qui est avec nous depuis ce matin et qui va rester. Et à cette phase, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, distingués autorités de l'État, distingués membres représentants de la communauté internationale, chers membres de la société civile, vous tous et vous tous qui êtes avec nous, nous allons maintenant rapidement passer en revue cette année de 2023 qui a été une année riche en contenu pour lutter de lutte contre la corruption. Une vidéo bilan d'environ 5 minutes nous a été préparée et c'est à cette phase précise que nous demandons à notre régie de faire le nécessaire pour que vous puissiez y avoir accès. Merci. Pour le développement durable.
l'URCC, pour leur part, travaille sans relâche pour détecter les actes de corruption de l'administration publique. Ils font des perquisitions et descendent des lieux afin de recueillir les éléments nécessaires à la constatation des infractions. C'est dans cette veine que l'unité de lutte contre la corruption a été transmis à la justice depuis sa création en 2004 par un seul rapport d'enquête d'occasion durant l'actuelle administration dirigée par Maître Jean-Jacques Joseph. En particulier, 20 rapports ont été transmis à la justice au cours de cette année 2023 et plusieurs requêtes ont été adressées aux différents commissaires du gouvernement pour défaut de déclaration du patrimoine des anciens sénateurs de la République. La nation veut des procès et des condamnations venant de la justice. En guise de la participation d'Haïti aux activités anticorruption à l'échelle internationale, cette année de célébration des 20 ans de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, en sa qualité d'expert principal politique dans le suivi de la mise en œuvre des conventions anticorruption, a participé à la 39e réunion du comité des experts du mécanisme de suivi et de mise en œuvre de la Convention interaméricaine contre la corruption du 13 au 16 mars 2023 à Washington. La lutte contre la corruption doit être une priorité absolue pour tout État conscient de sa mission de garantir le bien-être collectif. Du lieu de l'URCC, il n'y a pas d'intouchable dans la République. Pour le présent et pour l'avenir, nous continuons la lutte contre la corruption en Haïti. Voilà, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, à présent, sans perdre de temps, nous allons recevoir les propos de circonstance de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour Haïti, chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Madame Maria Isabelle Savary. Merci de nous aider à la recevoir avec vos applaudissements. Mesdames et messieurs représentants et représentantes des partenaires au développement et de la société civile, mesdames et messieurs jeunes étudiants, étudiantes et étudiants du club d'intégrité du lycée national de Pétionville, à qui je félicite énormément, mesdames et messieurs représentants de la presse écrite, parlée, télévisée et en ligne, chers collègues du système de la Union Haïti et de l'organisation internationale, mesdames et messieurs. C'est avec un profond sentiment d'engagement envers l'intégrité et la transparence que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la lutte contre la corruption. En commémorant le 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, nous réaffirmons notre détermination collective à éradiquer ce fléau mondial. Le 20e anniversaire de la Convention est un moment historique, car il est avéré être un instrument crucial dans notre lutte contre la corruption. Elle représente non seulement un tournant dans notre combat collectif, mais aussi un engagement envers les principes de justice, d'intégrité et de transparence à l'échelle mondiale. Connue aussi comme la Convention de Mérida, étant le seul instrument universel contraignant de lutte contre la corruption, la Convention rassemble désormais 590 parties, États parties, dont la République d'Haïti depuis le 14 septembre 2009. En Haïti, nous sommes confrontés à des défis considérables dans notre lutte contre la corruption, un fléau qui entrave le développement et la prospérité, sans respect des frontières touchant toutes les strates de la société. Aujourd'hui, plus que jamais, notre engagement envers le principe de la Convention de Mérida
doit être renouvelée et renforcée. La présence des autorités nationales parmi nous et son engagement résolu dans la lutte contre ce fléau constitue une source de réconfort et offre une fondation solide sur laquelle nous pouvons bâtir avec confiance. La corruption, comme nous le savons, n'est pas seulement un obstacle au développement durable. Elle est également une menace pour la paix et la sécurité. Comme l'a souligné le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la corruption prive les gens de leurs droits, repousse les investissements étrangers et saccage l'environnement. Elle a un impact démesuré sur les populations les plus pauvres et vulnérables. Et l'impunité ne fait qu'exacerber ces problèmes. En cette journée symbolique, nous devons nous rappeler que la lutte contre la corruption nécessite une approche holistique impliquant activement tous les acteurs de la société, gouvernement, société civile, secteur privé et surtout les citoyens et citoyennes elles-mêmes, en particulier les femmes et les jeunes. Chaque action, chaque initiative compte dans cette bataille pour l'intégrité et la transparence. Dans ce contexte, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous les acteurs des institutions et de la société civile pour leur dévouement sans faille dans la lutte contre ce fléau. Vos efforts ont contribué aux avancées importantes de cette année qu'on a pu voir. Il faut rappeler en ce sens qu'Haïti a réalisé récemment une étape importante de ses engagements dans le cadre de la Convention, en particulier son mécanisme d'examen par les pairs, avec la publication du résumé de son rapport au titre du second cycle d'examen de l'application. Cet examen, réalisé par la Colombie et le Tchad, a permis aux experts de ces pays de formuler des recommandations à Haïti, tant en matière de prévention de la corruption. Naturellement, il est crucial de se rappeler que nous sommes encore aux prémices de cette lutte. Pour surmonter efficacement ce défi, il est impératif de poursuivre notre chemin plus unis et engagés que jamais. Il nous faut renforcer continuellement nos capacités et intensifier nos efforts pour lutter efficacement contre la corruption. L'événement d'aujourd'hui, organisé par l'unité de lutte contre la corruption, est soutenu par les programmes des Nations Unies pour le développement, les fonds pour la consolidation de la paix, ainsi que par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, marque une étape importante et il offre une plateforme privilégiée pour renforcer la coopération entre les organes gouvernementaux, la société civile et les organisations internationales. Cet événement constitue une opportunité précieuse pour créer des synergies entre différents acteurs, unissant nos efforts vers un objectif commun, le bien-être d'Haïti, la réalisation de la paix et l'accomplissement des objectifs de développement durable fixés par l'agenda 2030, en mettant un accent particulier sur l'objectif 16, paix, justice et institutions efficaces. La célébration du 20e anniversaire de la Convention n'est pas seulement un moment pour réfléchir sur nos réalisations passées, mais aussi pour regarder vers l'avenir avec espoir et détermination. En Haïti, nous avons l'opportunité unique de redéfinir notre trajectoire, de construire une société juste, plus équitable, où la corruption ne trouve plus sa place. Je tiens tout d'abord à souhaiter aussi à la délégation haïtienne une session fructueuse et constructive lors de la conférence des États partis de la Convention qui aura lieu dans quelques jours à Atlanta. Que cette rencontre soit l'occasion d'échanger des idées et de renforcer les alliances nécessaires pour poursuivre notre lutte commune contre la corruption. En conclusion, je souhaite exprimer ma gratitude profonde envers l'unité de lutte contre la corruption, les programmes des Nations Unies pour le développement, les fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi qu'à toutes les autres institutions partenaires pour le rôle essentiel dans l'organisation de cette journée. Je vous remercie.
international de lutte contre la corruption, entendons ici en Haïti à l'hôtel de Montana, l'organisation de l'unité de lutte contre la corruption et ses partenaires techniques et financiers. C'est actuellement prévu, puisque en fait la journée c'est demain qui est là, vous conviendrez avec moi que demain c'est samedi. Voilà, on le fait aujourd'hui. On va recevoir la circonstance, après les propos de circonstance de la représentant spécial du secrétaire général de l'OIC en Haïti, ceux du directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Maître Hans Jacques Ludwig Joseph. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général de la Culture, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le secrétaire général du Palais national, Monsieur le producteur adjoint du citoyen, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, Messieurs les représentants, Messieurs du haut état-major de la police, Mesdames, Messieurs les directeurs et coordonnateurs généraux, honorables magistrats des cours et tribunaux de la République, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, chers confrères et consoeurs des différents barreaux de la République, Monsieur le représentant des différents partenaires techniques et financiers d'Haïti, Mesdames, Messieurs les sénateurs de l'unité de lutte contre la corruption, distingués représentants de la société civile, distingués cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs, au rang, grade et qualité, Mesdames, Messieurs, préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption, la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice, et en compromettant le développement durable et l'état de droit. Je viens de citer le premier paragraphe des dispositions préambulaires de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette expression claire traduit une préoccupation majeure des menaces fortes exercées sur les lignes structurantes qui guident la communauté des États. Dans ce seul paragraphe, les concepts formateurs de société moderne sont agités, comme pour sauver le glas face à un risque important de dépérissement et de désintégration. Stabilité et sécurité des sociétés, institutions et valeurs démocratiques, valeurs éthiques et la justice, développement durable et état de droit. Quasiment tout ce qui caractérise notre civilisation est éliminé, mis en avant pour démontrer que la corruption s'attaque aux valeurs fondatrices de nos sociétés et donatrices de sens à notre existence. C'est dans cette conscience mûrie que l'Assemblée générale des Nations Unies a identifié sa cible en adoptant en 2003 à Mérida, au Mexique, la Convention des Nations Unies contre la corruption
qui se veut le premier et l'unique instrument contraignant de portée universelle en matière de lutte contre la corruption. 20 ans de cela, comme une profession de foi, le monde a compris que la corruption, ce mal absolu qui nécessite la juxtaposition des moyens et des forces, ne représente pas seulement un problème national, mais aussi un problème transnational qui exige, voire international, qui exige des solutions mondiales. Le choix du thème de célébration de cette année du vingtenaire de la Convention renvoie à cette unité et à cette solidarité qui ont animé l'état d'esprit des États et des acteurs pionniers de cette œuvre monumentale et plus que jamais commune. Cette union et ce consensus transcendantal qui avait bousculé les tendances et marginalisé les oppositions géopolitiques les plus prononcées au profit de l'adoption de la dite convention sont aujourd'hui et définitivement indispensables à la défense et à l'effectivité des valeurs qui y sont prescrites, lesquelles postulent in fine à la réalisation du bien-être collectif dans lequel chaque être humain se trouverait à l'abri des peurs et des besoins essentiels à la condition humaine. La République d'Haïti a ratifié ce texte universel le 14 mai 2007 et a entrepris, dans la continuité des premiers jalons posés en 2004, les mises en place des adaptations et des réformes significatives, notamment en créant de nouvelles institutions de contrôle et en adoptant des lois anticorruption dans le dessein de prémunir l'appareil étatique des outils appropriés et suffisants dans le cadre de cette lutte pour une gouvernance saine avec des fonctionnaires intègres qui pratiquent l'éthique dans la gestion de la République. C'est dans cette nouvelle construction qu'émergea, entre autres, une idée de lutte contre la corruption avec pour mission sacro-sainte de protéger les biens publics et collectifs. L'immensité et l'ampleur de cette responsabilité sont telles que le législateur a estimé opportun de conférer des habilitations et des pouvoirs exceptionnels aux agents assermentés de l'UNCC. Ces agents, à la conduite des enquêtes de corruption, munis de mandat du directeur général, agissent à titre d'officier de police judiciaire. Ils peuvent, selon l'article 11 du décret du 8 septembre 2004, constater les infractions de corruption, en rassembler les preuves, en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Pour ce faire, ils sont aussi en mesure de requérir directement le concours de la force publique. Ils peuvent aussi utiliser toutes les techniques modernes et tout procédé qu'ils estiment utile à la constatation d'infractions de corruption. Au fil du temps, 19 ans plus tard, cette institution opérant comme le gendarme anticorruption de l'État a fait du chemin, mais se décide enfin sur ce leadership à user avec la force de la loi de toutes ces possibilités juridiques dans l'objectif d'assainir l'administration et la vie publique en général. J'estime donc, au nom de la mission que je porte pour l'État et en vertu des lignes très claires tracées par le gouvernement de la République dont j'exécute la politique publique anticorruption, qu'il est temps de mettre un frein au gaspillage, au détournement et au pillage des biens publics et collectifs. Ceux et celles qui torpillent les maigres ressources de l'État sont des traîtres à la nation, des déviants, et à l'encontre desquels l'UNCC se propose et décide de sévir avec la rigueur de la loi. Pourquoi? Les enquêtes d'envergure ont été multipliées et transmises aux autorités de poursuite
notamment les 11 dernières présentées et acheminées le 15 novembre de cette année, qui mettent à 42 le nombre de rapports d'investigation soumis à la justice durant mes 3 ans à la tête de l'institution. Ces enquêtes aussi favorisent le contrôle citoyen, car les résultats publiés qui, selon l'article 19 du décret géniteur de l'institution, ne sont assujettis à aucune forme de confidentialité, sont rendus accessibles à tout un chacun. Le citoyen, je le crois, est en droit de savoir qui sont ou qui étaient ces dirigeants qui entravent son l'avenir de son pays et celui de ses enfants, enseignants appelant le trésor public. En attendant que la justice fasse son travail pour inverser considérablement cette tendance inacceptable qui encourage et nourrit l'impunité, la sanction sociale s'impose. Si un fonctionnaire ou un agent public n'avait eu aucune crainte, aucune réticence pour accomplir sciemment des actes planifiés de corruption, rompant ainsi le contrat social, qu'il ne se sent pas non plus offusqué d'être mis sur le banc de l'infamie et de l'exclusion par ce corps social qu'il a délibérément fait. Car le SCC de soin de croire qu'un citoyen, un patriote, un républicain, un serviteur de l'État ne peut être ni un corrupteur, ni un corrompu. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, tandis que l'USCC multiplie les actes dans le sens de la répression de la corruption en faisant le toilettage complet de l'administration publique, la mise en branle de la campagne de sensibilisation et de prévention de la corruption auprès des plus jeunes s'accentue et ambitionne de préparer le nouveau citoyen pour une nouvelle génération d'hommes et de femmes intègres et pétris du sens et des valeurs de la République. L'idée portée par l'USCC de mettre sur pied des clubs éthiques, des clubs d'intégrité, en partenariat bien sûr avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans toutes les écoles publiques et privées, participe aux efforts du gouvernement de la République visant à définir un cadre global qui prend en compte le cadre d'orientation curriculaire du système éducatif haïtien et le prochain manuel d'éducation à la lutte contre la corruption à l'intention des élèves des 3 premiers cycles fondamentaux et du nouveau secondaire. Ces clubs d'éthique, ces clubs d'intégrité, qui sont des espaces d'échange, de discussion et de débat, entre autres, autour de la transparence, de la loyauté, de l'éthique, du civisme, constituent surtout un lieu vertueux de reformatage, de modelage, de fabrication de comportements dignes et de construction de l'haïtien de demain. Pendant qu'on rejette ce modèle de citoyen qui adule la corruption, l'USCC s'évertue à préparer le nouveau citoyen qui deviendra ce fonctionnaire respectueux de la loi et qui accordera préséance à l'intérêt général. Par ailleurs, la transversalité de ce phénomène qui fait obstruction aux initiatives de paix, de prospérité et de développement durable nécessite une approche inclusive qui touche tous les secteurs de la vie nationale. C'est ainsi qu'en plus de la